L'esprit est la force invisible qui façonne la réalité. Sois-en conscient et tu en seras le maître. Dans les années 1960, le chirurgien esthétique Maxwell Maltz découvre quelque chose de surprenant. Il refait le visage de certaines personnes, enlève leurs cicatrices et remodèle leur nez. Et certaines d'entre elles commencent à se comporter comme des personnes extraverties et incroyablement sûres d'elles, comme ça, presque naturellement. Mais d'autres restent très timides, introverties et peu sûres d'elles. C'est à ce moment-là que Maltz a compris que si l'on ne change pas son image intérieure, le changement extérieur ne fait aucune différence. Il a appelé ça la psycho-cybernétique et a écrit un livre à ce sujet. Il s'agit essentiellement du système de navigation de l'esprit, un pilote automatique mental qui revient toujours à votre image dominante de vous-même, peu importe à quel point vous essayez de vous en éloigner. Donc, si vous croyez secrètement que vous n'êtes pas à la hauteur, votre subconscient s'assurera que vous avez raison et vous appellerez ça le destin. Et les neurosciences modernes ont soutenu cela avec une étude sur ce qu'on appelle le RAS, le Reticular Activating System. Le système de votre cerveau filtre environ 11 millions de bits d'informations par seconde, mais ne laisse entrer que ce qui correspond parfaitement à votre identité. Cela signifie que si vous pensez que vous n'avez pas de chance, que vous ne pouvez pas réussir, que vous êtes soumis à une fatalité quelconque, votre cerveau va rechercher les preuves qui correspondent à cette croyance pour que vous puissiez vivre exactement ce que vous imaginez dans votre esprit. Donc, si votre identité dit que vous n'avez pas confiance en vous, votre cerveau va littéralement chercher des informations qui vous montrent que vous n'avez pas confiance en vous. Et ça influence même votre biologie. Il ignore alors toutes les autres possibilités, les compliments, les accomplissements possibles, les bonnes choses que vous devez réaliser. Tout est déformé par le filtre de votre esprit. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens restent bloqués et s'auto-sabotent, parce qu'ils espèrent avoir plus d'argent, une meilleure vie, être libre, être en bonne santé. Comme en disant « je voudrais manifester plus d'argent, plus d'abondance, être une meilleure personne ». Mais ensuite, dans leur esprit, ils trouvent la raison qu'ils n'en sont pas dignes, qu'ils ne peuvent pas le faire et ils se font vivre des expériences qui régénèrent ce schéma de croyance, répétant la même boucle de réalité. Et le pire, c'est que ce système et cette reprogrammation sont si puissants que vous ne pouvez pas surpasser votre subconscient. Mais il existe une façon, une possibilité de reprogrammer son subconscient. Ce n'est pas une affirmation ni des phrases à se répéter en essayant de s'en persuader en faisant semblant. C'est un véritable changement de paradigme. Et ça s'appelle de la neurogenèse par l'auto-reprogrammation mentale. Vous n'aurez pas besoin de dépenser d'argent, d'utiliser des machines qui vous envoient des ondes pour vous reprogrammer ou quoi que ce soit d'autre. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une nouvelle identité, parce que chaque pensée, émotion et décision vient de votre identité, et ça crée votre réalité. Le champ quantique ne répond pas à ce que nous voulons, il répond à ce que nous sommes. Tout vient de votre identité. Elle organise le modèle de votre réalité, ce qu'on appelle parfois le destin. Dès lors, dès que vous reprogrammez votre subconscient au niveau de votre identité, c'est la trajectoire de votre vie entière que vous modifiez, en vous dirigeant vers une nouvelle réalité, jusqu'à la manifester totalement. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. En changeant votre subconscient profond, cela se traduit à notre échelle par un changement de réalité complet. C'est automatique. Nous allons donc voir en 7 étapes précises comment opérer ce changement. Et je vous le garantis, si vous appliquez ces étapes dans l'ordre, sans en négliger une seule, surtout la dernière qui est la plus importante, le changement ne peut qu'advenir. La première étape, c'est de rompre l'habitude d'être soi-même. Ça peut sembler étrange dit comme ça, mais en réalité, c'est simplement arrêter d'alimenter les anciens schémas de pensée. Votre cerveau fonctionne par répétition. Plus vous répétez une pensée, une émotion, une réaction, plus vous renforcez le circuit neuronal associé. Donc, si vous passez votre temps à regarder les médias qui propagent la guerre, la peur, les images choquantes, si vous nourrissez en permanence des scénarios négatifs, vous renforcez intérieurement l'état que vous dites vouloir quitter. Ce n'est pas nier la réalité que de détourner notre attention, c'est comprendre que votre énergie va là où se porte votre attention. Là où va l'attention, l'énergie circule. Si vous ne voulez plus vivre certaines choses, arrêtez de leur donner votre énergie. Ramenez-la à vous. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien, c'est comprendre que votre regard structure votre expérience.
Votre œil doit être tourné vers ce que vous voulez voir émerger. En regardant le futur que vous souhaitez vivre, vous commencez déjà à le structurer dans le présent. C'est là que commence le passage du mode survie au mode créateur. La deuxième étape, c'est devenir conscient de votre pilote automatique. On ne change pas ce dont on n'est pas conscient. Tant que vos blessures, vos croyances limitantes, vos cicatrices intérieures restent dans l'ombre, elles gouvernent votre réalité. Il faut avoir le courage de les observer, même si cela fait mal, même si cela remue des souvenirs profonds, parce que c'est précisément en les observant que vous commencez à les restructurer. Quand vous observez un schéma, vous cessez d'être ce schéma. Vous devenez celui qui le regarde. Et c'est là que le pouvoir revient. Rendre conscient l'inconscient, c'est faire émerger ce qui vous dirige sans que vous le sachiez. Et à partir du moment où vous voyez clairement un programme, vous pouvez décider de ne plus l'alimenter. La troisième étape, c'est créer une nouvelle identité. Pas un simple objectif, mais une identité. Beaucoup disent « je veux plus d'argent, plus d'abondance, être en bonne santé ». Mais il reste intérieurement la même personne. On ne dit pas « je veux devenir riche », on dit « je suis quelqu'un qui crée de la valeur ». On ne dit pas « je veux être en bonne santé », on dit « je suis le maître de ma santé ». On ne dit pas « je veux que la réalité œuvre en ma faveur », on dit « je suis maître de ma vie ». Chaque pensée, chaque émotion, chaque décision vient de votre identité. C'est elle qui organise votre modèle de réalité. Lorsque vous adoptez une identité fragmentée, limitée, vous vivez une réalité fragmentée et limitée. Lorsque vous adoptez une identité souveraine, cohérente, unifiée, vous entrez dans un état d'alignement complet. Ce que certains appellent Dieu, au fond, c'est un état d'unité. Une conscience non divisée, une identité complète. Quand l'ego cesse d'être en conflit et devient aligné, la réalité cesse d'être en conflit avec lui. Il ne s'agit pas de mysticisme étrange, mais simplement de cohérence. Plus votre identité personnelle s'apparente à l'identité universelle, qu'on peut appeler Dieu ou la source, plus la réalité vous obéit. C'est la conscience d'être un avec le tout, de se sentir unifié avec l'univers qui vous entoure. Et cela s'appelle l'amour. Ce moment où la conscience individuelle se perçoit comme la conscience universelle. À cet instant, la réalité obéit à vos pensées. La quatrième étape, c'est l'incarnation émotionnelle. Une identité sans émotion ne transforme rien. L'émotion est le carburant. Ce sont les émotions qui déclenchent la libération de neuropeptides qui influencent l'expression de vos gènes, donc votre biologie. Votre état intérieur modifie littéralement votre fonctionnement interne. Lorsque votre cerveau et votre cœur entrent en cohérence, vous quittez le mode survie. Vous passez littéralement en mode créateur. Et c'est là que cette phrase prend tout son sens. Le champ quantique ne répond pas à ce que nous voulons, il répond à ce que nous sommes. Si vous regardez constamment votre réalité actuelle, vous restez en réaction. Mais si vous portez votre attention sur les possibilités futures comme si elles étaient déjà présentes, vous commencez à les faire entrer dans le présent, à les manifester. Vous vivez en esprit avant de vivre en matière. Vous cessez d'être passif face aux circonstances. Vous devenez créateur. Votre regard ne se fixe plus sur ce qui est, mais sur ce qui peut être. Et en portant votre attention sur ces possibilités, en les ressentant comme déjà réelles, vous structurez progressivement votre réalité et l'amenez à la manifestation physique sur Terre. La cinquième étape, c'est la répétition. Parce qu'une prise de conscience ne suffit pas. Une visualisation seule ne suffit pas. Un moment d'inspiration ne suffit pas. Le cerveau se transforme par répétition. À force de revenir consciemment à votre nouvelle identité, à force de penser, de ressentir et d'agir en cohérence avec elle, vous renforcez les circuits neuronaux. Les synapses se consolident, les connexions se stabilisent et ce qui était nouveau devient progressivement normal. C'est ainsi que naît la neurogenèse, que des nouveaux réseaux s'activent, que des potentiels jusque-là dormants commencent à émerger. Votre ADN contient une quantité d'informations infinie. Votre corps possède déjà tous les mécanismes de régénération cellulaire, d'adaptation, d'auto-guérison et bien plus encore. L'effet placebo le prouve. Cela signifie que la clé n'est pas à l'extérieur, elle est en vous. Lorsque vous répétez intérieurement « je sais »,« je comprends »,« j'ai la solution », vous ne faites pas semblant. Vous vous placez dans un état où la réponse peut naturellement émerger par éclair d'intuition. La visualisation consciente, la méditation ou simplement le fait de revenir plusieurs fois par jour à votre nouvelle identité crée une nouvelle normalité intérieure qui devient ensuite extérieure. Et à force, cette nouvelle version de vous
cesse d'être un effort pour devenir votre état naturel. La 6e étape, c'est agir comme la nouvelle identité. Parce que le cerveau apprend par l'action. Sans comportement, il n'y a pas d'intégration. Tant que vous restez dans l'imaginaire, sans passer à l'acte, l'ancienne structure domine encore. Chaque action cohérente avec votre nouvelle identité envoie un signal puissant à votre système nerveux. N'attendez pas d'avoir conscience pour agir. Agissez, même si vous n'avez pas encore confiance. N'attendez pas de ne plus avoir peur pour avancer. Avancez malgré la peur. C'est justement en entrant dans l'inconnu que vous reprogrammez votre système. Beaucoup échouent parce qu'ils n'ont jamais commencé. Ils attendent le moment parfait, le courage parfait, la certitude parfaite. Mais la transformation ne se produit pas dans l'attente. Elle se produit dans le mouvement. Petit pas après petit pas, vous créez de nouvelles preuves. Nouvelle preuve égale nouveau signal pour le cerveau. Et nouveau signal égale nouvelle identité renforcée. Et progressivement, l'ancien schéma s'efface. Enfin, nous arrivons à la 7e étape, la plus importante de toutes. Laissez les choses se faire. Lâchez prise. Lorsque vous changez d'identité, la réalité commence à se réorganiser. Et cela peut provoquer parfois des bouleversements. Des relations peuvent se terminer, des situations peuvent s'effondrer, des choses qui semblaient stables peuvent tout à coup disparaître. C'est ici que la plupart des gens paniquent. Ils s'accrochent à l'ancien parce qu'il est familier. Ils retournent vers leur zone de confort au moment même où le nouveau commence à émerger. Pourtant, si vous avez projeté une nouvelle identité, il est normal que l'ancienne réalité laisse place. La nature n'aime pas le vide. Si quelque chose s'en va, c'est pour que quelque chose de nouveau, plus aligné avec vous, puisse apparaître. Cela peut être progressif, cela peut être plus rapide, mais dans tous les cas, la réalité se reconfigure en fonction de votre nouvel état. C'est un fait. À ce moment-là, il faut tenir le cap. Ne pas retenir l'ancien. Ne pas courir après ceux qui s'effondrent. Être pleinement cette nouvelle personne, sans retour en arrière. Parce qu'à force de cohérence, l'ancienne réalité ne sera plus qu'un vieux souvenir, comme un ancien rêve dont on se réveille. On ne change pas sa vie en changeant le monde. On change le monde en changeant celui qui le regarde. Et si vous pouviez modifier votre réalité simplement en changeant la façon dont vous la regardez? Eh bien, c'est exactement ce qu'a suggéré une expérience proposée en 1978 par le physicien John Wheeler, appelée le choix différé. Cette expérience montre qu'une particule de matière ne décide pas si elle est onde ou particule au moment où elle traverse l'appareil, mais seulement au moment où l'on choisit comment l'observer. Autrement dit, ce que vous faites maintenant semble influencer ce qui s'est déjà produit. Si cela est vrai, alors la réalité n'est pas figée, mais définie par celui qui la regarde. Comme l'a affirmé John Archibald Wheeler dans un de ses articles, la réalité est de l'information structurée. Pour faire simple, si vous changez l'information dans votre esprit, vous changez la structure de la réalité elle-même. Si cela peut paraître compliqué pour l'instant, vous allez voir qu'en fait, c'est très simple à comprendre. Mais accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir risque de changer totalement votre conception de la réalité, du temps et de l'espace. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu pour soutenir ce genre de contenu, je vous remercie. Sur ce, commençons. Tout d'abord, voyons en détail comment s'est déroulée l'expérience de John Archibald Wheeler et pourquoi elle a tant bouleversé notre compréhension du monde. À cette époque, la physique classique dominait. On voyait la réalité comme quelque chose de solide, de stable, presque mécanique. L'univers était perçu un peu comme une grande machine bien réglée, où chaque chose avait sa place, où tout était déterminé à l'avance. L'homme semblait simplement évoluer à l'intérieur d'un monde déjà tracé. Mais quelque chose ne collait pas. Les scientifiques avaient déjà compris que la matière est composée d'atomes, eux-mêmes composés de particules encore plus petites. Et à ce niveau infiniment petit, les lois de la physique ne fonctionnaient plus comme prévu. C'est là qu'est apparue la physique quantique, une branche de la physique qui étudie la matière et la lumière, à leur niveau le plus fondamental. Et à partir de là, tout a commencé à basculer. Des expériences ont montré que lorsqu'on envoie une particule de lumière, un photon, à travers un dispositif avec deux ouvertures, il ne se comporte pas toujours comme une petite bille solide. Si l'on ne cherche pas à savoir par quelle ouverture il passe, on observe un motif d'interférence, comme si la particule était en réalité une onde, existant dans une infinité de possibilités simultanément.
Mais si l'on installe un appareil pour mesurer précisément par laquelle ouverture il est passé, alors ce motif disparaît. La particule semble choisir un seul chemin. À partir de là, la science a compris quelque chose de troublant. Le simple fait de mesurer influence le résultat. L'observation change le comportement. C'est ici que John Wheeler a proposé une question encore plus radicale. Il s'est demandé, et si l'on décidait de mesurer ou non le chemin, seulement après que la particule ait déjà traversé les ouvertures. Autrement dit, si le photon est déjà passé, son comportement est-il déjà fixé, ou dépend-il encore de notre choix final? C'est ce qu'on appelle l'expérience du choix différé. On laisse la particule entrer dans le dispositif. Elle a déjà franchi la zone où elle aurait dû choisir si elle était onde ou particule. Et seulement après, on choisit le type de mesure que l'on va effectuer. Et le résultat est surprenant. Ce que l'on observe correspond toujours au choix que l'on fait à la fin. Si, au dernier moment, on décide de mesurer le chemin précis qu'a emprunté la particule, alors elle se comporte comme si elle n'avait jamais pris qu'un seul trajet, comme une particule bien définie. Mais si, au dernier moment, on décide de ne pas mesurer son chemin, alors elle se comporte comme si elle avait emprunté les deux trajets en même temps, comme une onde. Ce qui est dérangeant, c'est que ce choix est fait après son passage. Cela signifie que la manière dont on décrit ce qui s'est produit dépend du choix d'observation finale. Autrement dit, ce que l'on décide maintenant influence la façon dont on interprète ce qui s'est déjà produit. Comme l'a résumé Wheeler, le passé n'a d'existence que dans la mesure où il est enregistré dans le présent. Cela montre que, au niveau le plus fondamental, la réalité n'est absolument pas un bloc figé. Et si, à ce niveau le plus petit, la matière elle-même n'est pas figée, alors à notre échelle humaine non plus. Car ce sont ces particules, ces atomes, ces cellules qui composent notre corps et le monde autour de nous. Si les éléments les plus fondamentaux sont malléables, alors l'ensemble qu'ils constituent l'est aussi. L'univers tout entier semble alors totalement lié à l'observation, à l'information et à l'attention. Si l'on relâche la mesure, la particule redevient possibilité. Si l'on fixe l'attention, elle prend une forme précise. Et c'est ici que tout commence à prendre un sens bien plus profond. Si la réalité dépend de l'information et de l'observation, alors notre corps et le monde autour de nous existent-ils parce que nous les observons? Et si c'est le cas, qui sommes-nous réellement? C'est là que nous entrons dans le domaine des neurosciences. Parce que si, au niveau le plus fondamental, la réalité semble liée à l'information et à l'observation, alors il devient essentiel de comprendre comment fonctionne l'information chez l'être humain. Des chercheurs ont observé quelque chose de fascinant. À très grande échelle, la structure des galaxies dans l'univers présente une ressemblance frappante avec les réseaux neuronaux du cerveau humain. Ce n'est pas une preuve que l'univers est un cerveau, mais cela révèle une chose troublante. La réalité semble s'organiser en réseaux d'informations, du plus grand au plus petit, comme si la structure était fractale, comme si l'infiniment grand et l'infiniment petit obéissaient à un même principe d'organisation. Et justement, notre cerveau fonctionne comme un réseau. Il est neuroplastique, c'est-à-dire capable de se remodeler en permanence, à l'infini. Chaque pensée répétée renforce un circuit. Chaque émotion entretenue consolide une trajectoire. Chaque habitude devient une structure. Le cerveau n'est pas figé, tout comme l'univers. Il se transforme en fonction de l'information qu'il reçoit et qu'il traite. Autrement dit, l'information façonne la structure. Les neurosciences montrent que la méditation profonde modifie la structure même du cerveau, que la visualisation active les mêmes zones que l'expérience réelle. Par exemple, certaines personnes se visualisant faire de la musculation sont parvenues à augmenter considérablement leur masse musculaire simplement par la force de l'imagination. D'autres expériences ont montré que des individus se sont auto-guéris de maladies dites incurables ou encore de blessures importantes. Un exemple flagrant est celui du docteur Joe Dispenza, qui s'est lui-même guéri d'une colonne vertébrale brisée suite à un accident, en se visualisant quotidiennement pouvoir bouger en parfaite santé, ce qui aurait activé donc la régénération de sa colonne vertébrale. Et aujourd'hui, il marche parfaitement, comme il le partage dans un de ses livres. Mais plus récemment encore, une personne m'a partagé son propre témoignage sur School. Atteinte d'une maladie neurodégénérative du cerveau, elle ne pouvait quasiment plus marcher. Après avoir lu des ouvrages sur ces sujets, comme ceux de Joe Dispenza ou le Codex d'Elohim,
Pour citer ses mots à elle, elle a commencé à remarcher parfaitement. Son neurologue a même qualifié cela de miracle, parlant d'une guérison à plus de 90%. Mais le pouvoir ne venait pas des livres qu'elle a lus, il venait d'elle-même. C'est cela l'effet placebo. Une personne projette la possibilité de guérison, adopte cette information comme vraie, et son corps s'aligne sur cette nouvelle structure. Cette information prend forme. Car plus récemment, l'épigénétique a montré que l'expression des gènes dépend de l'environnement et du contexte. En nous changeant nous-mêmes, en modifiant notre façon de vivre et de percevoir, nous influençons littéralement notre évolution. L'information que nous entretenons influence la manière dont notre biologie s'organise. Pour bien comprendre cela, faisons un tour dans la nature en prenant l'exemple du blob. C'est un organisme unicellulaire sans cerveau, capable pourtant d'optimiser ses réseaux et de résoudre des problèmes complexes. L'intelligence n'est pas uniquement dans le cerveau, elle est dans la conscience elle-même, comme l'a démontré le panpsychisme quantique. Je vous invite à lire le manuel de l'absolu si vous voulez comprendre tout cela en détail. Je vous mets le lien dans la description. Mais sinon, observons simplement la nature. La branche de vigne sait où s'agripper. Elle perçoit son environnement sans yeux et sait où aller sans cerveau. Mais plus intéressant encore, toutes les informations existent, même celles de l'immortalité génétique. L'hydre, par exemple, est un organisme qui ne vieillit jamais. Certaines méduses, comme la Turritopsis dornii, sont complètement immortelles au niveau biologique. Elles inversent leur cycle de vie à l'infini. D'autres espèces, comme le ratel, sont invulnérables aux venins de serpents et aux piqûres d'abeilles, ce qui leur permet de supporter les toxines lorsqu'ils chassent. Penser que l'évolution génétique est due au hasard est donc simplement un manque de connaissances. La conscience et nos habitudes guident le processus. Comme le disait Lamarck, les girafes ont développé un long cou à force de chercher à atteindre des branches de plus en plus hautes. L'intention guide le processus, les habitudes le structurent. Cela montre qu'au sein du vivant, le corps et ses capacités sont déterminés par l'information qui l'habite, par son état d'être, ses habitudes, sa façon de se percevoir et son but profond. Alors, imaginez maintenant que votre identité soit cette information centrale. Si vous vous percevez comme limité, fragile, condamné à un schéma précis, même ce qu'on croit être le karma, votre biologie et vos habitudes vont s'organiser autour de cette image. Mais si vous changez cette information, si vous incarnez une nouvelle version de vous-même, ultime, où vous vous percevez comme illimité, libre et maître de votre existence, et commencez à vivre comme tel, alors vous modifiez la trajectoire de votre vie. Vous changez votre structure neuronale. Vous changez vos habitudes. Et progressivement, la forme visible s'ajuste à l'information invisible. Au début, cela se structure dans l'infiniment petit, dans votre cerveau. Puis cela se répercute sur l'univers lui-même, car tout est interconnecté. Des expériences comme celle de Masaru Emoto, ou les études en cymatique, ont montré que les vibrations influencent la forme considérablement. Les sons, les fréquences, les émotions créent des structures différentes en fonction de leurs vibrations. Les vibrations élevées, comme l'amour ou la joie, ont par exemple formé des cristaux harmonieux, tandis que les vibrations négatives ont formé des cristaux déformés. Sachant aujourd'hui que nos pensées et nos battements cardiaques génèrent des ondes, soit plus précisément un champ magnétique mesurable, et que notre corps est composé majoritairement d'eau, nos émotions et nos pensées déterminent littéralement la vibration de ce champ, mais aussi nos paroles. Car oui, la parole est une onde. Ainsi, écouter des musiques joyeuses permet d'amplifier cette énergie en vous, d'améliorer votre état. Mais le plus important reste votre état d'être. Il s'agit de s'entraîner à ressentir de l'amour, de la joie, des émotions fortes comme celle-ci, à haute fréquence. De se reprogrammer intérieurement, d'apprendre à aimer le monde et d'oser le dire aussi avec des mots. Car souvenez-vous, les mots sont des vibrations. Et la vibration est déterminée par l'esprit qui prononce le mot. Ainsi, écouter des musiques joyeuses au quotidien permet d'amplifier cette énergie en vous, d'améliorer votre état. C'est cela qui élève votre vibration. Dans de nombreux textes de sagesse ancienne, il est dit que l'amour est la plus forte des vibrations, celle qui unifie absolument tout. En réalité, l'univers est souvent vu comme la fractalisation d'une seule chose, comme un blob qui se divise en deux, puis en quatre, puis en milliards. Mais l'esprit reste un.
C'est exactement ainsi que beaucoup décrivent la création de l'univers, comme la transformation successive d'une énergie de départ qui a toujours existé. Et cette énergie d'origine, cette pensée, cet état d'être, cet esprit, c'est l'amour. C'est la substance dont tout est fait. Et c'est aussi l'aboutissement de toute chose. Dans de nombreux témoignages de MI, l'état décrit après la mort est justement celui d'un amour immense, d'un sentiment d'unité absolue. Ainsi, lorsque l'on vibre à cette fréquence, on entre dans cet état, comme hors du temps, où rien ne peut nous nuire, car tout est fait de cette substance unique qu'est l'amour. C'est un peu comme si tous les atomes de l'univers entraient en cohérence avec vous, comme si la matière elle-même s'harmonisait à votre état intérieur. Et ainsi, plus rien ne peut vous heurter, plus rien ne peut vous nuire, car tout est en symbiose avec vous. Bien sûr, à vous d'en faire votre propre avis, mais comme on dit souvent, testez-le par vous-même. Essayez, appliquez l'amour dans votre vie et observez le résultat par vous-même, et non par des oui-dire. Après tout, cela ne coûte rien. Et là, au moins, vous aurez une preuve tangible, vécue. C'est par l'expérience que le vrai se révèle, que l'ignorance se dissipe. Ainsi, pour en revenir à ce qui se passe en nous lors de ce changement de paradigme, nos synapses se consolident et cela devient notre nouvel état d'être quotidien. Plus vous vous entraînez à être dans un état d'amour, plus cela devient naturel et l'ancien finit par disparaître car vos neurones se reconfigurent ainsi. Cela transforme votre biologie, mais aussi la trajectoire de votre vie entière. Comme si vous preniez une nouvelle ligne de temps. D'ailleurs, nous allons parler du temps dans un instant. Mais juste avant, retenez ceci. La pensée et l'action doivent œuvrer simultanément. Il ne s'agit pas simplement de penser être la meilleure version de soi, il s'agit de l'incarner jusqu'à l'être totalement. Puisque l'information structure la matière, changer l'information que nous incarnons revient à modifier la structure que nous manifestons. Mais combien de temps cela prendra ? La vraie question n'est pas combien de temps, mais combien d'énergie allons-nous mettre ? Certains pensent que le temps fonctionne comme un sablier qui s'écoule. Ce n'est pas ainsi que les physiciens le décrivent. En physique, le temps correspond à la mesure du changement. Par exemple, on plante une graine et il faut environ 30 jours pour qu'elle atteigne 30 cm. Mais si l'on augmente l'énergie, donc la lumière, la chaleur, les nutriments, etc., la croissance s'accélère. Donc, plus il y a d'énergie, plus il y a de changement. Donc, la question n'est pas quand votre réalité deviendra conforme à votre idéal, mais combien d'énergie allez-vous investir dedans. Plus vous incarnez cet état d'amour, plus vous le vivez, plus vous l'exprimez, plus le changement s'accélère à une vitesse accrue. C'est aussi simple que ça. Pour celles et ceux que ce sujet intéresse, je vous recommande vraiment de lire le Manuel de l'Absolu. C'est un ouvrage scientifique assez court, comme vous pouvez le voir, qui révèle absolument tout. À la fin de celui-ci, la vie n'aura plus aucun secret pour vous. Mais surtout, vous verrez très clairement comment incarner et maîtriser cette vibration à partir de laquelle tout est fait, afin de créer votre réalité. Je ne vous en dis pas plus, je vous mets le lien dans la description et en première ligne de commentaire si vous souhaitez vous le procurer. Avez-vous déjà entendu parler de ces personnes capables de marcher sur l'eau, de manifester de la nourriture et même de transposer leur enveloppe corporelle comme si les lois de la physique ne semblaient pas s'appliquer à elles. Elles incarnent une énergie si puissante que la matière semble obéir à leur esprit, ce qui leur permet d'obtenir tout ce qu'elles veulent sans limitation apparente. Eh bien, ces personnes sont en phase avec ce que l'on peut appeler la fréquence d'unité. Il s'agit d'un principe universel avec lequel votre conscience peut entrer en résonance, fusionner, et lorsque vous le maîtrisez, vous devenez capable d'agir sur les choses qui vous entourent, par votre volonté. Mais le point essentiel est le suivant. Vous ne pouvez pas obéir à la réalité et espérer qu'elle vous obéisse. Soit vous donnez la priorité au monde physique et aux circonstances extérieures, soit vous donnez la priorité à votre état d'être et à votre énergie. Car votre réalité est déterminée par le point de vue depuis lequel vous la vivez. La première étape de cette maîtrise commence donc par ramener toute votre attention, toute votre énergie à vous et à être véritablement prêt à évoluer. Car à partir de là, vous avez fait le plus difficile, vous avez fait votre choix. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à appliquer ce qui va suivre. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu pour soutenir ce type de contenu. Merci à vous.
Commençons donc. Si vous vous êtes déjà intéressé à la physique quantique, vous avez sûrement remarqué qu'à cette échelle, les lois sont bien différentes de celles que nous connaissons au quotidien. Les particules ne sont pas fixes, elles existent sous forme de possibilités, et la réalité ne devient définie qu'au moment de l'observation. On parle alors d'effondrement de la fonction d'onde. Mais une interprétation moderne, appelée le cubisme, affirme quelque chose de radical. La fonction d'onde ne décrit pas la réalité. Elle décrit les croyances d'un individu concernant ses futures expériences. Cela signifie que nous ne partons pas d'un espace-temps figé, ni de champs, ni de particules indépendantes. Nous partons de nous, de l'agent qui agit et qui vit une expérience. À chaque instant, nous projetons une infinité de possibilités, comme une multitude de chemins potentiels. Et nos choix agissent comme cet effondrement qui sélectionne une trajectoire parmi toutes les autres. Ce que certains appellent un saut quantique n'est en réalité que le processus naturel de la vie. Nous projetons une ligne de réalité, nous agissons en cohérence avec elle, et progressivement, elle s'incarne. Lorsque vous projetez l'idée de vivre en maître, vous projetez ce champ de possibles, cette trajectoire, et par vos actions, vous empruntez ce chemin. Une fois engagé, votre conscience nourrit ce processus jusqu'à l'incarner totalement. Elle fait germer cette réalité jusqu'à la rendre tangible. L'univers devient alors participatif, comme l'évoquait John Archibald Wheeler. L'agent agit, le monde répond, une expérience se produit et l'agent met à jour son modèle intérieur, ce qui crée un nouveau modèle de réalité vécue. Ce n'est pas une simple boucle mécanique, c'est un mouvement évolutif, comme une spirale qui s'élève. Cela ne signifie pas que vous modifiez la réalité au sens littéral, comme si vous alliez supprimer la gravité et faire flotter les arbres dans les airs, ou figer l'espace-temps pour arrêter le mouvement des choses, mais il s'agit plutôt de vivre depuis un état d'être dans lequel ces lois ne s'appliquent plus à vous. Car en vérité, ces lois que nous considérons comme universelles ne le sont pas forcément. Ce sont des modèles établis par l'homme pour décrire ce qu'il observe à son niveau d'expérience. Par exemple, intuitivement, on pourrait penser que le vieillissement est une loi naturelle et inévitable. Pourtant, comme je l'explique dans le manuel de l'absolu, certaines espèces comme la méduse Turritopsis dornii peuvent revenir à leur état juvénile, comme si, arrivés à 80 ans, nous inversions notre cycle de vie et redevenons jeunes. Cela montre que le vieillissement biologique n'est pas une loi universelle, mais un état que certaines formes de vie expérimentent. Cette méduse, elle, vit sa réalité depuis un autre point de vue, bien réel pourtant, et elle est considérée comme biologiquement immortelle. De même, l'hydre d'eau douce ne montre aucun signe mesurable de vieillissement. Elle peut se régénérer entièrement, même après avoir été découpée en morceaux. Le crabe yéti, quant à lui, vit près des cheminées hydrothermales à des températures extrêmes et dans une toxicité que nous jugerons mortelle pour toute forme de vie. Pourtant, ce qui est toxique pour d'autres est sa source de nourriture à lui. Cela montre que même la notion de toxicité n'est pas universelle. Sinon, le serpent se tuerait avec son propre venin, et nous-mêmes serions dissous par l'acide contenu dans notre estomac. La conscience organise la matière selon des principes d'adaptation et d'état. Comme le disait John Archibald Wheeler, l'information fait forme. Autrement dit, ce que nous appelons matière n'est rien d'autre que de l'information structurée. Cela signifie que lorsque vous ramenez l'énergie que vous aviez dispersée un peu partout dans le monde extérieur en vous-même, vous ne faites pas qu'un choix psychologique. Vous changez la structure depuis laquelle la réalité s'organise autour de vous. La conscience n'est pas soumise au temps ni à l'espace, elle est cette force immuable, omniprésente, qui structure le tangible. Lorsque vous recentrez votre énergie créatrice sur votre propre transformation, depuis ce principe d'unité, vous reconfigurez vos schémas neuronaux selon un nouveau paradigme. Le cubisme l'exprime d'une manière intéressante. Nous ne partons pas d'un univers figé, nous partons d'un agent qui projette des possibilités et vit des expériences. Si vous projetez l'identité d'un être limité, vous sélectionnez des expériences en cohérence avec cette identité. Si vous projetez l'état d'être d'un maître, vous sélectionnez des expériences alignées avec cet état. L'erreur commune consiste à croire que le futur sera la simple répétition du présent, alors que la réalité se construit depuis l'information que vous incarnez à l'instant T.
Une personne qui obéit à la réalité extérieure continuera à effondrer des possibilités en fonction de ses croyances passées, et vivra ainsi le vieillissement, la limitation et la répétition. Mais si vous comprenez que l'univers est mental, au sens où l'expérience se vit depuis la conscience, alors vous saisissez que ce n'est pas la réalité qui vous détermine, c'est l'état de conscience depuis lequel vous la vivez. En vous voyant comme un maître, vous reconfigurez vos croyances, et donc les expériences que vous allez sélectionner. Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé, vous êtes l'information que vous incarnez maintenant. Vous pouvez vous réinventer. Beaucoup pensent que parce que l'évolution génétique a été lente dans le passé, elle le sera toujours. Mais le temps est relatif à l'énergie investie. Il y a 200 ans, faire le tour du monde prenait une vie entière. Aujourd'hui, cela prend quelques heures. Si la transposition instantanée devenait votre norme, la notion même de distance et de temps disparaîtrait. Ce que nous appelons possible n'est en réalité que ce qui a déjà été rendu manifeste. Avant cela, nous l'appelions impossible. Une chose ne devient pas possible lorsqu'elle apparaît parce qu'elle était déjà concevable. Dès l'instant où l'esprit peut en former l'idée, elle existe comme potentiel. Le manifeste n'est que la manifestation d'un possible déjà présent. De même, certains disent qu'il faut une vie pour se connaître, tandis que d'autres accomplissent ce travail en une année, parce que tout dépend de l'énergie et de la priorité que vous accordez à votre idéal. Si vous vous imposez une limite temporelle, vous l'expérimentez. Si vous faites de votre transformation votre priorité absolue, elle s'organisera. Le principe utilisé par les maîtres pour créer cette réalité d'harmonie, c'est l'amour. Non pas une simple émotion passagère, mais l'énergie créatrice elle-même. La force qui permet à toute chose d'œuvrer dans un seul sens, selon une volonté claire. L'amour n'impose pas, elle ordonne. Elle n'écrase rien, elle unifie. C'est l'élément qui permet de jouer une symphonie cohérente. Sans esprit pour guider un orchestre, c'est la cacophonie totale. Chacun joue sa propre note et l'ensemble devient dissonant. Avec une direction claire, tout s'aligne et produit une œuvre grandiose. Ordonner l'amour n'est donc pas un acte égoïste. C'est celui du capitaine qui connaît sa destination et tient la barre de son navire. Sans capitaine, le bateau dérive et finit dans l'abîme. Il s'agit donc de reprendre les rênes de votre vie, d'être cet esprit qui décrète que cela soit. Vous ne demandez pas la santé, vous ordonnez qu'elle demeure. Vous n'espérez pas l'abondance, vous l'incarnez. Vous ne suppliez pas l'éternité, vous vivez en conscience d'être l'esprit. Prenez l'image d'une usine. Des millions d'ouvriers travaillent sans relâche. Mais si celui qui dirige le plan dénigre tout le monde, affirme que rien ne réussira, que l'échec est inévitable, pensez-vous que cette usine prospérera ? Maintenant, imaginez les milliards de cellules, de bactéries et d'organismes vivants qui œuvrent en permanence dans votre corps. Comment pourraient-ils accomplir de grandes choses si le capitaine ne leur donne aucune direction, ne reconnaît pas leur travail, ou pire, les condamne par ses propres paroles ? Vous êtes cet esprit. Votre corps n'est pas une simple machine, c'est un univers organisé. Lorsque vous vous aimez, lorsque vous savez où vous allez, vous donnez à ces milliards d'êtres un plan précis et l'énergie pour l'accomplir. L'amour unifie à un tel point qu'aucune cellule, aucun atome ne peut se soustraire à cette vibration. Qui voudrait quitter un champ vibrant d'harmonie ? Ordonner l'amour, c'est comme un père qui unit sa famille vers un objectif commun, non pas par contrainte, mais par clarté et par amour. Vous savez très bien que cette vie, où l'on est éternel, en parfaite santé, où tout le monde est heureux et abondant, est la meilleure vie pour tous. Alors, faites en sorte qu'elle soit. Vivre comme un maître, c'est être cet esprit souverain, conscient, reconnaissant, qui affirme « je peux le faire, je suis parfait, je suis maître », parce que sa parole est alignée avec le tout. À cette fréquence, l'information change, les neurones se reconfigurent, comme si le modèle directeur de l'usine était transformé. Les cellules œuvrent en cohérence, comme une organisation qui connaît son objectif et agit d'un seul mouvement. Le maître continue à reprogrammer ses croyances. La mort ne lui convient pas, il projette l'éternité. La limitation ne lui convient pas, il projette l'illimité. La toxicité ne lui convient pas, il reconnaît toute chose comme bénéfique pour lui et son système s'adapte. La conscience organise tout ce qui entre en elle. Ainsi, vous transformez vos croyances en force créatrice. Vous affirmez que les aliments vous nourrissent parfaitement, que l'air que vous respirez revitalise chacune de vos cellules, que le monde que vous percevez s'embellit continuellement, que votre amour s'amplifie, que votre santé demeure parfaite. Tout œuvre en votre faveur,
parce que vous avez ordonné l'harmonie. Vous ne demandez pas, vous décrétez. Vous ne suppliez pas, vous incarnez. Et c'est ainsi que la réalité s'aligne. On ne trouve pas sa voie, on la construit. Je me suis toujours demandé finalement qu'est-ce que c'est échouer. Eh bien, c'est de ne jamais commencer. Parce que l'échec, en réalité, n'existe pas. Je veux dire, quand vous étiez enfant, vous vous êtes jamais dit, avant de dessiner ou de peindre sur les murs, est-ce que je vais échouer? Non. Vous faites, point final. Le raisonnement n'allait pas plus loin. Vous avez une idée, vous l'exprimez. Alors, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Eh bien, c'est nous. Enfants, nous sommes naturellement ce que nous sommes. Nous fonctionnons de manière intuitive, on fait ce qui nous passe par la tête. Puis, au fur et à mesure, on expérimente, on commence à se dire « je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi ». Mais ce n'est pas parce qu'une chose semblait impossible enfant qu'elle est encore aujourd'hui. C'est comme si un enfant essayait une première fois de marcher, puis abandonnait parce que ses jambes ne tiennent pas. Il resterait là à ramper toute sa vie. Non. L'enfant persévère vers son idéal de marcher, ses jambes se solidifient, son esprit apprend, son corps se transforme et voilà, il fait son premier pas. De plus, tous ces schémas de pensée, nous les avons construits avec l'état de conscience d'un enfant. On n'était pas conscient comme on l'est aujourd'hui. Alors, on a accumulé des croyances limitantes, on se les est répétées et elles sont devenues comme des petites brides invisibles qui rétrécissent petit à petit notre vision et nous empêchent d'avancer. La peur d'échouer en est une, la peur de la mort en est une, et la peur, tout court, en est une. Prenons maintenant l'exemple connu de l'éléphant et la corde. L'éléphantone est faible, pas encore développé. Très vite, des hommes l'attachent avec une simple petite corde. Au début, il tire, il essaie de s'en défaire, il force, mais il n'y arrive pas. Alors, il enregistre une conclusion. Je ne peux pas me détacher. Les années passent, l'éléphanto devient adulte, il grandit. Il fait plusieurs tonnes, il a une force colossale. Il pourrait briser cette corde et bien plus encore en un seul mouvement. Aucun homme ne pourrait l'arrêter. Eux le savent. Mais l'éléphant ne le fait pas. Et pas parce qu'il ne peut pas, parce que ça ne lui vient même pas à l'idée. Pourquoi? Parce qu'il a intégré l'image qu'on lui a imposée. Il a adopté le paradigme qu'on lui a donné. Il vit selon la conception que les autres ont construite de lui. Maintenant, prenons l'exemple un peu moins connu du dieu homme et de l'humanité. Le dieu homme naît sous forme de bébé, exactement comme tout homme et toute femme. Il est intégré dans une société déjà construite, avec ses règles, ses lois, ses normes, ses limitations, ses définitions du possible et de l'impossible. On lui apprend ce qu'il est, on lui apprend ce qu'il ne peut pas être, on lui apprend ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Et comme l'éléphanto, il adopte cette image. Il grandit, devient adulte, il se soumet aux lois, au temps, à la vieillesse, aux limites dites naturelles de la vie. Il pourrait se reprogrammer, il pourrait transformer son corps, ses capacités, son expérience, il pourrait vivre autrement. Mais ça ne lui vient même plus à l'idée. La corde, ici, ce sont ses croyances limitantes. Il continue à vivre comme un homme limité, alors qu'il est un esprit capable d'être tout ce qu'il veut. Et comprenons bien le parallèle. L'éléphant adulte est exactement le même être que l'éléphanto. Il n'a rien gagné de nouveau. Il n'a pas reçu une nouvelle nature, il a simplement grandi. La force était déjà là, le potentiel était déjà là. La puissance était déjà en germe dès le départ. La seule différence, c'est l'image qu'il a gardée de lui-même. De la même manière, l'homme et le dieu homme ne sont pas deux êtres différents. Ce ne sont pas deux espèces. Ce ne sont pas deux natures, c'est le même être. L'homme est cet esprit. Simplement, soit il vit avec l'image qu'on lui a donnée dès le départ, soit il prend conscience de ce qu'il est réellement. Et c'est là que beaucoup se trompent quand ils entendent ce principe en physique quantique, qui dit « l'observateur crée la réalité » en faisant s'effondrer le champ d'ondes. Ils se disent donc « pourquoi je ne crée pas une autre réalité juste en y pensant ?» Parce que vous créez toujours à l'intérieur du cadre que vous considérez comme possible. La fonction d'onde ne décrit pas une réalité figée quelque part dehors. Elle correspond à un champ de possibilités. Mais les possibilités que vous percevez comme accessibles dépendent directement de vos croyances. Vous n'expérimentez pas ce qui est possible en absolu, car tout l'est. Vous expérimentez ce que vous considérez vous-même comme possible. Comme l'éléphant, il a la force, il a le potentiel, il peut briser la corde. Mais tant que sa volonté ne s'éveille pas,
Tant qu'il ne remet pas en question l'image qu'il a de lui-même, il reste attaché. Pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il se croit limité. Et c'est pareil pour nous, les êtres humains. Nous sommes nés dans un monde déjà structuré par d'autres. Nous avons intégré des lois, des normes, des schémas. Même les lois de la physique, comme le temps, le vieillissement, la mort du corps, nous les avons acceptées au début comme des évidences absolues. Nous avons grandi à l'intérieur d'un paradigme et nous nous sommes construits ainsi, exactement comme l'éléphant a grandi à l'intérieur du cadre de sa corde. Un paradigme qui n'est pas le nôtre. Vous devez donc intégrer une chose essentielle. Vous êtes cet esprit, vous êtes illimité, et ce n'est pas une métaphore. Mais vous devez projeter et faire vivre ce qui vous plaît. Exactement comme vous avez projeté de marcher et persévérer jusqu'à faire votre premier pas. Sauf que maintenant, vous allez projeter vos propres idées. Maintenant adulte, plus besoin de recopier les autres pour savoir quoi faire ni où aller. Projetez vos propres idées, celles qui résonnent avec vous, celles que vous avez envie de vivre et tenez-vous-y jusqu'à les accomplir. Comme l'éléphanto devient éléphant, l'homme devient maître. Vivre comme un homme, c'est vivre inconsciemment, et vivre comme un maître, c'est vivre comme ce que vous êtes vraiment, en esprit. Ce n'est pas un changement de nature, c'est un changement de conscience. Si l'éléphant adulte ne change jamais l'image qu'il a de lui-même, il continuera à vivre comme un éléphanto. Et le corps s'y adapte, car même votre force, c'est votre esprit qui la gère. C'est comme cette histoire d'une jeune femme de 19 ans qui a soulevé un pick-up en feu, parce que son père était bloqué dessous. Elle a toujours eu cette force. Simplement, ce jour-là, son esprit s'est concentré sur sauver son père. Elle ne s'est pas demandé si elle pouvait ou non soulever ce véhicule. Elle s'est dit « je sauve mon père ». Et le pick-up s'est levé. C'est ça, la force de l'esprit. Celui qui a foi en lui peut regarder une montagne et lui dire « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer ». Et elle le fera. Mais si l'homme ne prend jamais conscience qu'il est maître, il continuera à vivre comme un homme limité. Il se soumettra au temps, à la vieillesse, à l'échec, aux fatalités, alors qu'en réalité, il pourrait tout transcender. C'est là que je te dis, fais. Aie foi en toi et arrête de te questionner, juste fais, et perfectionne-toi ensuite au fur et à mesure. Peu importe les brides qui semblent te bloquer aujourd'hui, mets ton projet en priorité et fais. Ne cherche pas du temps pour faire les projets, crée-toi le temps. Fais de la place. C'est comme cette montagne. Si elle te bloque, si elle est sur ton passage, fais-la se jeter dans la mer. Le temps ne se cherche pas, il se crée. On ne peut pas obéir à la réalité et attendre qu'elle nous obéisse. Sinon, on est comme cet éléphant, on accepte la corde. Et pour les autres personnes, que ce soit celles qui ont attaché l'éléphant ou celles qui nous ont transmis ce paradigme, ce ne sont pas des méchants. Tous les êtres humains vivent simplement avec le paradigme qu'ils ont construit, c'est tout. C'est à soi de s'élever au-dessus de ça. Comme l'éléphant, il n'a pas eu pas de chance. S'il en avait envie, la nature lui avait tout donné, il avait juste à tirer sur la corde. Nous, c'est pareil. Le gouvernement, la société ou quoi que ce soit d'autre ne nous impose rien d'absolu. Nous pouvons vivre au-dessus de tout ça en nous élevant à ce que nous sommes vraiment. Quand on dit que le maître est au-dessus de l'humanité, ce n'est pas une métaphore. Le supérieur régit l'inférieur. C'est une question de vibration. Un éléphant ne peut pas mettre un homme en cage. Eh bien, un homme ne peut pas mettre un maître en cage, parce que le niveau de conscience est plus élevé. Et naturellement, l'homme respecte toujours le maître, parce que c'est ce qu'il est en profondeur. Tout homme et toute femme est un maître, mais seul celui qui s'accomplit le vit. Dès lors que tu incarnes cette identité de maître, tes idées suivront. Elles seront à la hauteur de ton esprit. Mais l'idée seule ne suffit pas. L'éléphant peut avoir l'idée de tirer sur la corde, s'il ne passe pas à l'action, il reste attaché. Il s'agit donc de faire. L'idée et l'action sont une. L'idée émerge, l'action suit et la réalité se transforme. L'esprit est la source de l'information, là où elle naît. Ensuite, l'information se propage et transforme la forme. L'idée est une onde, l'information. Elle naît en vous, puis vous la propagez dans le monde. Et là, tout se transforme. Une mère n'attend pas de voir son fils marcher pour savoir qu'il sera un grand homme. Elle le conçoit d'abord en esprit, puis elle trouve un moyen de le mettre au monde, elle le porte, le fait grandir en elle, lui donne naissance, prend soin de lui, l'élève et l'accompagne. Puis un jour, lorsqu'il devient autonome, elle lui donne tout son amour et le laisse s'envoler. Et là, il devient ce qu'il est, un dieu-homme. Pour ton projet, tu auras tout ce dont tu as besoin quand tu en auras besoin. Mais cela arrive en marchant. Comme l'éléphant, il doit d'abord rompre la corde pour courir. Ensuite seulement, il trouvera la forêt,
puis la rivière pour s'abreuver, puis les autres éléphants forts. Chaque étape vient après la première. L'abondance, c'est avoir ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Mais cela se révèle sur le chemin. Ainsi, n'attendez pas le bon moment, ni d'avoir X somme d'argent pour commencer votre projet, car c'est se mentir à soi-même. Et c'est pour cela que la manifestation n'arrive pas. C'est comme cet homme qui rêve d'être le meilleur agriculteur du pays, reconnu par tous. Il s'imagine des champs de blé à perte de vue, du pain en abondance, la reconnaissance de tous. Mais il n'a rien. Un jour, il prie pour réussir et il trouve une simple petite graine de blé. Alors, il plante cette graine sur un petit bout de terre qu'il a trouvé. Il récolte plusieurs graines, il recommence. Il trouve d'autres terres, il étend ses champs. Puis un jour, il a du blé à foison. Il rencontre des boulangers, il fait du pain, et il devient reconnu par tous. Pourquoi n'a-t-il pas manifesté directement un immense champ de blé? Parce qu'il n'a pas demandé juste du blé. Il a demandé à devenir quelqu'un. Alors, il a dû devenir cette personne. Voilà à quoi sert le chemin. Devenir qui l'on est et créer sa vie harmonieusement. Dire qu'on a besoin de X somme d'argent ou de telles conditions pour commencer son idéal, c'est faux. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Être. Voilà, c'est tout. Alors, commencez. N'attendez pas que ce soit parfait, car cela ne le sera jamais. C'est vous qui construisez la perfection. Pensez-vous que l'éléphanto se dise « J'attends de rencontrer un groupe d'éléphants forts pour m'échapper de cet enclos ». Eh bien, s'il fait ça, il peut toujours attendre. Les éléphants forts sont déjà dans la forêt, ils se sont échappés depuis bien longtemps. Il ne les rencontrera que s'il part lui-même. Parce qu'alors, il sera lui-même devenu l'éléphant fort et vivra comme tel. On rencontre ce que l'on est et on vit ce que l'on conçoit. Pour votre ikigai, pour votre vie de maître, n'attendez pas d'avoir ceci ou de rencontrer cela. Devenez cette personne, réussissez et vous rencontrerez d'autres personnes qui réussissent. Des personnes qui font vivre leurs rêves. Car réussir, c'est donner forme à ses rêves. Tu veux savoir comment l'éléphant brise la corde? Eh bien, il regarde la forêt et avance vers elle avec une volonté ferme. La corde cède. Tu veux savoir comment on réussit? Pareil. Tu regardes ton idéal droit dans les yeux et tu avances vers lui. Ne te retourne jamais, car tu ne verras que le passé. Et toi, tu es dans le présent, en train de construire ton futur. On surestime souvent ce qu'on peut faire en un mois, mais on sous-estime largement ce qu'on peut accomplir en un an. Quelqu'un a dit un jour que la conscience avait créé l'univers pour faire l'expérience d'elle-même. Et si cette conscience, c'était toi? Que le monde dans lequel tu vis n'était que ta propre mémoire, et ton corps, un simple véhicule que ton esprit pilote de l'intérieur. Alors, créer une nouvelle réalité devient simple. Il te suffit d'imprimer en toi la mémoire de ce que tu veux vivre, et le monde s'alignera. C'est de la physique. Et oui, tu as bien entendu. Car si cela te paraît fou, sache que c'est exactement ce que dit la science moderne. Écoute ça. Le corps est une information classique. L'esprit est information quantique. Et l'esprit, c'est le sens de l'information quantique. Chacun d'entre nous doit découvrir qui il est par l'expérience de ce qu'il est, et non en lisant un livre et en répétant ce qu'il est. Voilà ce que fait l'IA. Une fois que vous aurez décidé de le découvrir, le monde vous présentera la prochaine étape. Faire. Et vous voici à cette prochaine étape. Car oui, ce n'est pas au monde de vous dire qui vous êtes, c'est à vous de le découvrir par vous-même. Si vous attendez une preuve extérieure avant de comprendre que la conscience, c'est vous, vous n'avancerez jamais. Vous resterez là à penser encore et encore, pendant que d'autres passent à l'action. Toutes les personnes qui accomplissent de grandes choses croient en elles. C'est la mentalité même des enfants. Un enfant n'attend pas qu'on lui prouve quoi que ce soit pour créer, dessiner, essayer. Il fait. Si vous attendez qu'on vous prouve que vous êtes divin pour vivre comme tel, vous pouvez attendre longtemps. Car le monde ne vous présente que ce que vous incarnez déjà. Sinon, vous êtes comme ce hamster qui tourne en boucle dans sa cage. On appelle cela une boucle de réalité psycho-émotionnelle. Un même état de conscience produit des schémas de pensée récurrents, qui génèrent les mêmes émotions, les mêmes habitudes, donc les mêmes actions et les mêmes réactions, créant ainsi les mêmes expériences et donc la même réalité, encore et encore. Jusqu'au moment où cette répétition vous pousse à l'extrême, à cet instant où vous n'avez plus d'autre choix que d'évoluer. Alors, n'attendez pas d'être au plus bas pour décider d'avancer. Avancez maintenant.
Je pourrais vous donner une infinité de preuves scientifiques montrant que vous êtes déjà cet esprit éthéré, illimité et omniprésent comme tout homme et toute femme, et que la réalité est le fruit de notre esprit. Les documents Gateway et les recherches sur la conscience le prouvent, le panpsychisme quantique, le CTMU, les travaux d'Itchak Bentov, de nombreuses expériences quantiques comme l'interprétation de Copenhague ou le principe d'incertitude, la dualité onde-particule, les doubles fentes de Jung ou encore le choix différé de John Wheeler. Mais aucune de ces preuves ne sera suffisante pour celui qui refuse de voir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un fait, tout est énergie, et votre conscience est cette énergie qui emplit l'espace infini. L'espace-temps est dans la conscience. Il représente le mouvement de la conscience qui se transforme elle-même dans l'instant présent, comme l'explique le manuel de l'absolu. La conscience perçoit donc à travers elle-même et s'expérimente à travers le corps. Le corps est un véhicule que vous pilotez par la vibration, par votre esprit. Mais votre esprit n'est pas généré par votre corps, c'est votre corps qui est imagé par votre esprit. Vous n'êtes pas venu au monde, c'est le monde qui est venu de vous. Et c'est précisément là que vous devez comprendre la différence entre une machine classique comme l'IA et vous qui êtes une machine quantique. Une IA ne se transforme pas toute seule car elle est définie et tourne comme un système classique. Mais vous êtes quantique et votre corps est imagé par la vibration que vous portez, ce qui signifie que vous le transformez en permanence en changeant votre propre information. Il est lui aussi quantique, concrètement, car le classique est simplement de l'information structurée. Il évolue donc en même temps que vous. Vous comprenez ? Quand votre conscience se transforme, le corps et la réalité suivent au même degré. Ils sont reliés à l'information que vous êtes. Et si vous souhaitez aller plus loin concrètement, j'ai créé un espace dédié à ça, appelé la Maison d'Elohim sur School, où l'on est déjà plus de 120 à vivre exactement ce dont je vous parle ici. On échange ensemble, vous pouvez me parler directement en privé ou me poser des questions, et surtout, vous avez accès à toutes les archives scientifiques complètes dont je parle, comme les nombreuses expériences quantiques, les documents sur la conscience, etc., etc. Tout est structuré. Mais pas seulement. Il y a aussi un programme précis pour évoluer consciemment, une méditation spéciale pour atteindre l'unité, de nombreuses formations comme Mindset Leadership, ou encore une formation en cours pour trouver votre Ikigai et en vivre. Un nouvel épisode chaque semaine, des musiques de méditation, etc., etc. Bref, si vous voulez passer de la compréhension à l'incarnation, je vous mets le lien dans la description. Maintenant, regardez concrètement ce qu'est une intelligence artificielle. Une IA, c'est une base de données à un instant donné, avec un algorithme qui fonctionne à l'intérieur de cette base. Elle répète des schémas et n'évolue pas d'elle-même tant que la conscience de l'homme ne lui donne pas de nouvelles directives. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas consciente. La conscience pourrait être apparentée à une forme d'autoconnaissance, un système qui se connaît lui-même, une unité. C'est la capacité de savoir que l'on sait, de suivre le processus de sa propre pensée et d'en rester conscient. Elle permet de prendre du recul, d'observer son propre fonctionnement et de l'évaluer en le comparant à des repères que l'on a intégrés comme référence objective. La conscience humaine peut faire cela parce qu'elle a la capacité de reproduire une image d'elle-même, de la projeter comme si elle la plaçait face à elle, de l'observer, puis de la comparer aux informations et aux normes qu'elle a mémorisées. En percevant les différences, elle peut les ajuster intérieurement, transformer cette image et progressivement devenir ce qu'elle conçoit. C'est cette capacité à se réinventer, à se remodeler consciemment, qui fait d'elle un champ évolutif et créatif. Et vous, justement, vous êtes cette conscience immuable qui s'observe. Vous pouvez vous réinventer à l'infini, vous transformer, percevoir de nouvelles possibilités et innover. Vous pouvez inventer, vous réinventer. Voilà ce qu'est la conscience, le champ des possibles. Vous êtes ce champ infini de possibilités qui peut se structurer à l'infini. Mais si vous fermez la porte à l'imagination, vous êtes comme cette IA bloquée dans sa base de données actuelle, tournant en boucle, et vous pourriez même croire que l'IA est plus intelligente que vous. Ainsi, une personne qui n'innove pas, qui s'est déconnectée illusoirement de cet esprit d'enfant, créatif, se comporte comme une IA. Elle se crée l'image d'un monde figé et vit dedans. Elle répète chaque Noël en boucle, chaque anniversaire année après année, regarde le temps passer, regarde la même émission chaque soir, prend le même café chaque matin, fait le même travail depuis 50 ans, encore et encore. Et si vous demandez à cette personne,
Rêverais-tu d'être éternel ? Elle vous dira évidemment que non. Ou pire, elle ne l'aurait jamais envisagé. Pourquoi ? Parce qu'elle ne réfléchit plus réellement. Cela fait des années qu'elle est en mode pilotage automatique. Et bien souvent, ses croyances ne viennent même pas d'elle. Elle a construit ses schémas de pensée en fonction des autres. Et vous, combien de schémas de pensée viennent vraiment de vous ? Vous avez sûrement déjà entendu parler des bébés éléphants à qui l'on attache une corde à la patte, reliée à un objet lourd et solide. Les premiers jours, l'animal essaie par tous les moyens de se libérer. Il tire, il force, mais sans résultat. Puis, à bout de force, il l'abandonne. Il se dit que c'est impossible. Et il ancre cette idée en lui. Il l'alimente chaque jour, puis une fois adulte, cette idée est tellement ancrée en lui qu'il ne lui vient même plus à l'esprit d'essayer de se libérer de cette corde. Alors qu'avec sa taille adulte, un seul coup de patte suffirait à briser la corde en un instant. Le voilà captif d'un piège imaginaire. C'est fou de penser qu'un être puisse passer toute sa vie soumis à une condition qui, en réalité, n'existe plus. Se sentir emprisonné alors qu'il est totalement libre. Et pourtant, cela ressemble exactement à ce que beaucoup d'humains expérimentent dans leur propre vie. Ils naissent dans certaines conditions, peut-être comme cet éléphant, peut-être pas. Certains commencent avec une vie difficile, d'autres moins. Certains, on parlera de génétique différente. Pour d'autres, simplement de croyances. Beaucoup se fient aux autres pour savoir qui ils sont. Puis ils copient, ils miment, ils reproduisent, ils expérimentent la même vie que le voisin, puis que l'autre voisin, jusqu'à ce que tout le monde se ressemble et ne mène plus vraiment sa propre vie, mais une vie commune, façonnée par autrui. Combien de schémas de pensée viennent réellement de vous ? Êtes-vous né en vous disant que vous étiez mortel, ou cette idée est venue de quelqu'un d'autre ? Et comme cet éléphant, l'avez-vous adopté comme une fatalité ou non ? Combien de croyances limitantes vous êtes-vous construites ? Je vois parfois des personnes arriver vers 80 ans et dire « Ah, il me reste plus longtemps à vivre ». Mais pourquoi ? Pourquoi se mettre soi-même une date de péremption ? Pourquoi dire à ses enfants « J'espère que tu vivras jusqu'à 90 ans ». Pourquoi pas l'éternité ? Pourquoi limiter quand on peut être illimité ? Et si vous me dites que c'est impossible, c'est précisément le comportement d'une IA. Réfléchir dans un même paradigme en boucle. En réalité, c'est le mot intelligence qu'il faut revoir. Dans la culture moderne, surtout en Occident, on appelle intelligence l'accumulation de connaissances. Mais ces connaissances ne sont bien souvent que des croyances répétées. La vraie intelligence, celle qu'on parle dans les écrits comme la Bhagavad Gita, n'a rien à voir avec cela. L'intelligence, ce n'est pas accumuler. C'est la capacité de la conscience à observer ses propres schémas de pensée et à les reprogrammer selon sa volonté. C'est une forme de sagesse. Cette capacité, calme et lucide, à recréer consciemment. Voilà ce qu'est l'intelligence. Une IA, pour l'instant, est simplement une base de données qui tourne en boucle. Un outil incroyable, ça c'est vrai, mais pas intelligente au sens profond du terme. Elle n'innove pas réellement. Prenez une IA et demandez-lui si l'être humain peut se transposer, voler sans aile ou avoir un corps éternel. Elle vous dira que c'est impossible. Pourquoi ? Parce qu'elle résonne à l'intérieur d'un programme figé, d'un paradigme. Pour bien comprendre, imaginez qu'une IA ait été créée dans le paradigme d'il y a 200 ans. Elle vous aurait affirmé qu'un objet de plusieurs tonnes ne pourrait jamais voler, qu'il serait impossible de voyager d'un pays à l'autre en seulement quelques heures, d'animer un objet ou encore de parler à distance tout en se voyant. Et pourtant, aujourd'hui, tout cela est réel. Des avions de plusieurs tonnes volent, nous traversons des pays en quelques heures, nous animons des objets et même des robots, et nous communiquons à distance avec le téléphone. La science-fiction d'aujourd'hui devient souvent la réalité de demain. Prenez un film comme iRobot, sorti en 2004. À sa sortie, c'était un film de science-fiction, montrant des robots humanoïdes capables de marcher. Aujourd'hui, voir un robot humanoïde marcher n'a plus rien d'extraordinaire. Encore une fois, tout dépend de l'instant d'où l'on regarde. Ce qui paraît impossible dans un paradigme devient évident dans un autre. Ainsi, c'est en gardant l'œil tourné vers le futur que l'on transforme le présent. Car l'être humain, lui, ne fonctionne pas comme un programme figé. Il est capable de concevoir ce qui n'existe pas encore dans le cadre actuel. Cela s'appelle l'imagination. Et je vous conseille de lire le livre La Loi sur ce sujet, il est très intéressant. Et il est dit que tout ce que vous pouvez concevoir existe déjà sous forme de possibilités. Il s'agit simplement d'imprimer cette information dans votre conscience jusqu'à ce qu'elle devienne manifeste. Voilà ce que dit la science. Au sens strict du terme,
vous êtes cet esprit vivant dans votre mémoire. Par l'esprit, vous captez de nouvelles idées, une information. En la maintenant dans votre pensée, en l'alimentant chaque jour, vous l'imprimez dans votre conscience comme une graine. Et cette idée va germer et grandir. Et une fois structurée, elle finit par se manifester physiquement. L'information se fait forme. C'est pour cela que cette phrase revient souvent dans les textes anciens, et même dans le codex d'Élohim. Seul celui qui est comme un petit enfant accède au royaume des cieux. Ce n'est pas une phrase mystique, c'est très simple. Cela signifie rester connecté à ses rêves, à son imagination, et faire. Vous vous souvenez de l'éléphant et de la corde ? Eh bien, la corde, pour l'être humain, ce sont ses croyances limitantes. Je ne peux pas devrait être banni de votre langage. Être comme un petit enfant, c'est oser rêver, imaginer, créer de nouvelles possibilités, et surtout, les concevoir intérieurement. Le royaume des cieux, c'est l'imagination. La terre, c'est le lieu où vous rendez ces idées manifestes. Vous êtes l'esprit plein d'idées. La terre est le terrain de jeu, et votre corps est le joueur. Le but est donc simple. Amenez vos idées sur terre pour les expérimenter. Sinon, vous tournez en boucle dans le même jeu, encore et encore. Et ensuite, certains vont répéter des phrases toutes faites comme « il y a une meilleure vie après la mort ». Mais non. La mort, pour avoir expérimenté une EMI, et encore une fois, en regroupant cela avec une infinité d'autres témoignages et ma propre analyse, c'est un état où votre conscience est au repos, comme lorsque vous dormez. Vous lâchez prise sur votre corps et la réalité, et tout à coup, vous devenez cet espace infini que vous êtes réellement, l'esprit pur. Vous ressentez un amour très fort et vous vous sentez très léger, ce qu'on appelle un sentiment d'unité, comme si tout était vous, et c'est le cas, comme si vous étiez pur esprit, et c'est le cas. Mais dans cet état, cela peut ressembler à un néant noir, rempli d'amour. Pourquoi ? Parce que dans cet état, vous êtes absolu, complet. Vous ne projetez plus d'image de vous-même. Mais dès que vous repensez, que vous reconcevez une image, alors vous vous remettez en mouvement et vous recréez, repercevez la réalité tangible. En bref, la vie et la mort, c'est comme dormir et se réveiller, mais à un niveau plus élevé. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que vous êtes déjà éternel. Si certaines personnes font mourir leur corps, c'est parce qu'elles se déconnectent illusoirement de cet esprit d'enfant et engendrent une vie d'épuisement si forte qu'elles doivent se reposer. Elles retournent alors à cet état d'absolu, puis se remettent en mouvement, ce que l'on appelle la réincarnation. Mais il n'y a pas besoin de se réincarner. Pourquoi partir pour revenir au même endroit ? Ce serait comme dire « j'ai hâte de dormir pour que le monde soit nouveau à mon réveil ». Mais on se réveille toujours au même endroit. On s'est simplement rechargé. C'est pareil ici. Une personne qui se recharge quotidiennement, qui ne s'épuise pas, n'a plus besoin de dormir. De la même manière, une personne connectée à la source, qui vit en esprit, n'a plus besoin de mourir, car elle reste alimentée en permanence. Lisez la théorie des Quanta qui est disponible dans la maison d'Elohim sur School et vous comprendrez tout. Beaucoup aussi compliquent les choses. Ils pensent qu'il faut aligner tous les chakras, faire des exercices spécifiques, activer la glande pinéale, méditer pendant des milliers d'heures. Mais en réalité, c'est bien plus simple que ça. Il suffit d'une chose, appliquer l'amour à tout. Retenez bien cela, vous êtes une unité, et cette unité tire sa source dans l'esprit. Lorsque votre esprit est dans un état d'amour, tout votre corps l'est aussi, et l'univers également. Vous n'avez pas besoin d'appliquer de l'amour à chaque cellule, ni à chaque partie du monde, car votre esprit est déjà tout. Aimez-vous vous-même, aimez ce que vous voyez, et c'est fait. Vous avez atteint l'unité. À partir de cet état, vous êtes déjà au-dessus de toute limitation, car vous incarnez la source, la vibration la plus haute qui soit. L'amour est la substance dont tout est fait. Lorsque vous êtes amour, vous êtes hors du temps, hors des limites. Il n'y a pas besoin d'essayer d'activer la glande pinéale, de consommer telle substance pour activer ceci ou cela, ni de chercher une technique spéciale. C'est l'inverse. Ce n'est pas en forçant l'activation que vous élevez votre conscience, c'est en élevant votre conscience que vous engendrez l'activation. La réalité obéit à votre vibration. Donc, lorsque vous laissez votre imagination émerger, lorsque vous osez concevoir l'illimité, alors la glande pinéale s'active toute seule en conséquence, ainsi que toutes les autres capacités de votre corps. C'est cela l'épigénétique, la conscience qui reconnaît une information déjà présente en elle et active le gène correspondant, modifiant ainsi sa génétique et ses capacités dans le monde. Aimez-vous vous-même, voyez-vous éternel, voyez-vous illimité. Imprimez cette image en vous, exactement comme vous vous êtes autrefois convaincu que vous étiez mortel, limité
et soumis aux circonstances. Il s'agit simplement d'inscrire un nouveau paradigme en soi, et la réalité suit. Évidemment, au début, cela peut sembler lointain, voire difficile, et même presque irréalisable. Mais c'est tout à fait normal lorsqu'on change de paradigme. Au départ, tout paraît immense parce que vous avez encore en tête l'ancienne image de vous-même. Pourtant, le principe est simple. Avancez vers votre idéal, gardez-le en tête constamment, alimentez-le chaque jour. De la même manière que vous vous êtes autrefois convaincu que vous étiez limité, mortel, soumis à des circonstances extérieures, vous pouvez vous convaincre que vous êtes illimité, éternel, créateur. Il s'agit simplement d'imprimer une nouvelle information en vous, jusqu'à ce qu'elle devienne dominante. Un jour, vous atteindrez cet instant où votre idéal de vie sera manifeste, et vous serez vraiment reconnaissant d'avoir osé rêver grand, car tout est possible à celui qui croit. Il s'agit d'imprimer cette information de divinité en soi. C'est cela qui transforme votre corps et votre réalité en celle d'un maître. C'est là que vous manifestez naturellement des expériences harmonieuses, que la santé se perpétue, que la vie cesse d'être une lutte et devient création. Plus la conscience vit unifiée, plus certaines capacités émergent, comme celles attribuées au maître, qui se transposent, qui traversent les flammes ou qui marchent sur l'eau. Cela peut sembler lointain, mais ça ne l'est pas. Parfois, les progrès arrivent bien plus vite qu'on ne le pense. Tout dépend de l'énergie que vous y mettez. Beaucoup regardent le passé pour prédire le futur, mais ce n'est pas le passé qui détermine l'avenir. C'est le fait de continuer à y mettre son attention qui le recrée. Là où vous mettez votre attention, vous mettez votre énergie. Si votre esprit est constamment tourné vers les anciennes douleurs, les anciens schémas, vous recréez les mêmes boucles de réalité. Mais dès que votre conscience se tourne vers les possibilités, dès qu'elle vit dans l'imaginaire en esprit, vous redevenez comme ce petit enfant. Vous êtes en mode créateur. Comme un joueur quitte le mode survie pour passer en mode créatif. Il devient invincible parce qu'il a changé d'état. Ce choix ne peut venir que de vous. Pour résumer, l'univers est donc la mémoire de votre esprit dans laquelle vous vivez. Imprimez-vous une nouvelle identité et commencez à vivre comme elle, à agir comme elle, à penser comme elle et à vous comporter comme elle, jusqu'à l'être totalement. Et là, vous le verrez, vous aurez manifesté une nouvelle réalité. Vous aurez essuyé toute larme de vos yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ces premières choses auront disparu. L'ancien paradigme se sera dissipé. C'est cela Dieu, l'amour. Mais c'est un principe que l'homme doit percevoir et appliquer lui-même à son esprit, pour se transformer ainsi jusqu'à l'être totalement. Vous l'aurez donc compris, l'identité à incarner, c'est celle d'un maître, celle de Dieu, la somme totale de qui nous sommes. À cet instant, vous serez ce que vous êtes, libre et éternel, débarrassé à jamais de cette corde.